Bonsoir, vous êtes bien installés? Bienvenue au TNB pour cette séance cinéma et jeux vidéo. C'est une soirée qui se passe en deux temps. Je vais d'abord vous parler du deuxième temps, qui est à 21h en salle Jouvet, au 3e étage pour The Truman Show, le film de Peter Weir. Vous l'avez déjà vu? Qui l'a déjà vu? Alors, qui retourne le voir? Ok. Donc vous connaissez déjà l'histoire de Truman, comment il s'appelle, Truman Burbank, un truc comme ça, c'est ça, qui est manipulé par Christophe, ce producteur joué par Ed Harris qu'on adore ici. Et puis la première partie de la soirée, c'est ici, c'est maintenant, c'est Stanley Parable, The Stanley Parable, l'histoire de cet employé numéro 427, qui lui va être manipulé, mais pas par Christophe et pas par Ed Harris, mais bien par Jean-Baptiste Massuet. Il est peut-être tout aussi terrible que Christophe, allez savoir, on va bien voir. Il n'est pas venu tout seul, comme vous le voyez, mais c'est lui qui va vous présenter ses acolytes. Je rappelle juste que cette séance est enregistrée, puisque comme toutes nos séances cinéma et jeux vidéo, et que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube du TNB. Et si vous êtes vraiment fan de Jean-Baptiste Massuet, comme vous pouvez le voir là-haut, vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube, L'œil du jeu. Voilà, je ne vous en dis pas plus, ce sont eux les spécialistes. Merci à vous d'être là ce soir. On est ravis de continuer cette saison à nouveau, les séances de cinéma et jeux vidéo, pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre aussi, j'espère. Je vous laisse la parole, messieurs. Merci Stéphanie. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Alors avant justement de présenter mes deux acolytes de ce soir, peut-être quelques précautions et présentations d'usage par rapport à ces séances cinéma et jeux vidéo. D'abord peut-être une première question qu'on pose toujours parce qu'il y a parfois des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le dispositif. Alors il faut juste peut-être allumer un tout petit peu la lumière, mais de savoir qui parmi vous vient pour la première fois pour les séances cinéma et jeux vidéo. D'accord, il y en a quand même quelques-uns. Ça marche. Donc, je réexplique très brièvement le principe de ces séances. Le principe n'est pas du tout une démonstration technique de spécialiste, de skill vidéoludique. On n'est pas là pour ça, et d'autant moins avec ce jeu qu'on va vous présenter dans un instant, qui n'est pas du tout fait pour ça. Mais par contre, ce n'est pas non plus un principe de walkthrough, c'est-à-dire de déroulement narratif d'un jeu sur un mode cinématographique. Le but ici, c'est plutôt de se questionner sur les images de jeux vidéo, sur la manière dont elles véhiculent du sens, des émotions, et en fait en procédant de manière assez particulière, c'est-à-dire qu'on va bien sûr naviguer dans les espaces ludiques, mais on va aussi parfois s'arrêter, faire des pauses, explorer un peu les architectures, commenter ce qui se passe, voilà, en prenant notre temps. Donc voilà, c'est un dispositif un peu particulier, donc il faut être un peu prévenu pour ne pas être surpris de la manière dont ça va se dérouler. Donc ça, c'est la première chose. Cette séance, donc c'est la première de cette nouvelle saison du cycle, cinéma et jeux vidéo. Il y a 3 séances à l'année. Et c'est une séance particulière, et c'est aussi pour ça que nous avons des invités prestigieux ce soir. C'est que nous sommes dans le cadre d'un festival que vous connaissez sans doute, qui est le Stunfest, festival de jeux vidéo organisé en grande partie par l'association 3 et de Combo. Et le principe du Stunfest, c'est bien sûr d'explorer le média vidéoludique sous plein de formes différentes, avec du speedrun, des conférences, des quiz. Il y a énormément de choses. Ça se passe au 360, donc sur l'esplanade Charles de Gaulle. Et on vous attend nombreux et nombreuses ce week-end, puisque le festival commence officiellement demain matin, jusqu'à dimanche soir. Mais là, pour le coup, c'est un peu la séance inaugurale. Nous inaugurons le Stunfest ce soir, et on est vraiment très heureux de le faire. Alors, pour présenter un petit peu la séance de ce soir et présenter le jeu auquel nous allons jouer, c'est pas moi qui vais prendre la parole tout de suite, puisque je vais vous présenter mes deux invités. Et c'est bien sûr eux qui vont vous présenter le jeu, parce que vous allez comprendre qu'ils ont une relation assez particulière à cet objet. Donc, les deux invités de ce soir sont Pierre Trignac, ici, Hugo Aurin, à sa droite. Pierre, du coup, tu as fait tes études à Rennes 2, en art du spectacle, en l'occurrence. Oui, je t'ai eu en étudiant, je viens de comprendre ça. C'est assez marrant. Alors, tu as opéré pendant 6 ans sur le projet de Web TV Twitch de la chaîne Le Stream, en tant que directeur technique et réalisateur, de sa création jusqu'à son arrêt en mai 2023. Et tu es actuellement directeur du live stream chez Gentlemates, équipe e-sport basée à Paris et fondée par Brooks, Gotaka et Squeezie en 2023. Et Hugo, de ton côté, tu es enseignant et docteur en histoire.
Tu travailles notamment sur les imaginaires historiques et politiques à l'écran, donc cinéma, télévision et jeux vidéo. Et tu as notamment réalisé ta thèse en grande partie sur la question du jeu vidéo. Et donc, la relation particulière que vous avez à ce jeu, et je pense que vous allez pouvoir nous en parler un petit peu, c'est que vous avez participé, vous avez même fait la traduction française du premier mode à partir duquel le jeu a été conçu. Donc vous avez été très impliqué dans la valorisation de ce jeu en France, ou en tout cas dans la façon d'accéder à ce jeu en France, ce qui fait que vous connaissez évidemment très très bien cet objet. Et c'est pourquoi je vais vous laisser la parole, bien sûr, pour nous présenter un petit peu The Stanley Parable et son créateur, Davey Wraddon. Ok, merci Jean-Baptiste. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et tous. Donc oui, Davey Wraddon, c'est le créateur de The Stanley Parable. The Stanley Parable, c'est un jeu qui a d'abord été un mode. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un mode, d'ailleurs, dans les jeux vidéo. Donc un mode, en fait, c'est un jeu, mais qui est basé sur les matériaux, les ressources d'un autre jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moyen souvent de faire son premier jeu, mais de manière plus simple, quand on connaît pas trop, quand on fait en fait nos premiers pas dans le monde du jeu vidéo côté création. Et donc c'est un mode qui était basé sur un jeu qui existait avant, qui s'appelle Half-Life 2, jeu d'aventure sorti par Valve Software en 2004 sur PC. Davey Wraddon, lui, il est né en 1988. Il sort de l'USC de Californie à 23 ans. Et en fait, de 2008 à 23 ans, en 2011, pardon. Et en fait, de 2008 à 2011, en parallèle de ses Critical Studies, le cursus qu'il suit à l'USC, il s'intéresse aussi au cinéma et aux jeux vidéo. Par ce biais-là, en fait, il rebondit en fait par des expériences cinématographiques. Il a un premier film étudiant qui s'appelle A Film by Davey Wraddon, qui est en fait un film sur un étudiant qui fait un film. On comprend qu'en fait c'est déjà dans le processus de quelque chose de très récursif, où en fait voilà, il fait un film il joue lui-même le rôle de l'étudiant qui fait son film. Et en fait, de 2008 à 2011, il va développer ce mode, The Stanley Parable, qui va avoir un succès dès sa sortie, ce qui est assez rare pour un mode, puisqu'en fait, c'est quand même des choses qui sont assez confidentielles. Et en fait, de 2011 à 2013, il va travailler sur le premier remake, on va dire. En tout cas, il va travailler sur le fait de sortir ce jeu-là d'un mode à ce qu'on appelle un jeu standalone, qui est donc un jeu qui se tient tout seul, où il n'y a pas besoin d'un autre jeu pour jouer au jeu. Bref, déjà, il y a aussi ce côté méta en fait, dans le premier développement. Mais voilà, il va rencontrer en fait, William Pugh, qui va devenir co-développeur en fait, de cette expérience. Et vous allez sûrement le sentir dans l'expérience, mais William Pugh a apporté beaucoup dans le sens où lui aussi... William Pugh est j'allais dire british. En tout cas, il a un humour très british et effectivement, il est britannique. Et il y a un humour très Monty Python qu'on va retrouver en fait dans ce jeu, puisque vous verrez le gameplay et comment il fonctionne. Ça fonctionne sous forme de différentes fins à débloquer au fur et à mesure qu'on pousse l'histoire par le gameplay. Mais ça, Hugo peut peut-être nous l'expliquer. Oui, merci. Donc bonsoir également. Juste pour rebondir un peu aussi avant de parler de gameplay tout de suite. Donc effectivement, je parle un peu de nous, puis après on parle de jeu. Mais c'est qu'effectivement avec Pierre on se rencontre au lycée et Pierre c'est quelqu'un qui bidouille, qui est vraiment dans déjà toutes ces réflexions là. On est en section cinéma à Bréquigny, donc vive les sections cinéma. Et du coup tu réponds à un tweet sur un jeu qui t'intrigue et il cherche quelqu'un pour traduire justement ce fameux mode en français. Et nous, on est vraiment genre des étudiants en européenne au lycée, donc notre niveau d'anglais n'est pas exceptionnel, mais on se dit on y va. Et donc voilà, donc on a participé à traduire la première version française de ce jeu, de ce mode. Alors la vie a fait qu'on n'a pas répondu positivement, effectivement, on en parlait tout à l'heure, à la version standalone. Donc il n'y a pas de nom dans les crédits, mais on a des preuves. Donc si jamais il y a besoin, on les montrera à la fin s'il y a besoin de prouver. Mais donc voilà, donc pour arriver à Stanley, nous c'est un jeu c'est un jeu qui fait sens au moment où on se rencontre, et puis c'est un jeu toi qui a fait beaucoup de sens par la suite dans tes études
et dans ce que tu as pu développer professionnellement. Et donc voilà, on est sur un gameplay qui, comme l'a rappelé Pierre, vu que c'est inspiré de Half-Life 2, c'est un FPS en 3D. On est en vue à la première personne du coup. Et je ne vais pas trop développer pour profiter un peu de l'expérience du jeu, mais voilà, le principe c'est qu'on est un employé dans un environnement de travail. Depuis tout à l'heure, vous entendez un petit peu, on en reparlera des bruits de l'interface de l'écran titre. Et il y a principalement 2 personnages, donc Stanley et le narrateur, dont tu as présenté le nom du doubleur. Et il y a tout ce jeu de choix et de non-choix dont on verra, et toute l'expérience qu'on va faire ensemble étant liée là-dessus. Mais voilà, c'est un jeu qui est très simple d'apparence, mais qui est extrêmement profond. Et je pense que ces études de Critical Studies, donc plutôt philosophiques, voilà, c'est un jeu philosophique, c'est un jeu vidéo philosophique. Et il est très simple à manipuler, donc si vous n'y avez jamais joué, je termine là-dessus sur ce petit gameplay, c'est vraiment un jeu, tout le monde peut y jouer, et c'est vraiment un jeu narratif, donc c'est vraiment l'expérience de la narration qui est vraiment fondamentale, et qu'on va essayer de vous présenter un petit peu là ensemble. Super, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est vrai que ça amène à cette question qu'on voulait poser au public. Qui parmi vous a joué à The Stanley Parable, juste pour savoir? Quand même quelques-uns. Ok. Ça aura son importance par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Alors, tu as aussi évoqué ce son que nous entendons en arrière-plan, ces bruits de téléphone, de clavier, etc., qui renvoient évidemment à un imaginaire du monde du travail. Et quand on lance The Stanley Parable, alors là, c'est la version ultra deluxe, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais ce jeu a été remaké, en fait, enfin complété, on va dire, remasterisé en 2022, si je ne dis pas de bêtises, pour débloquer un nouveau contenu qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. On va se focaliser sur l'expérience originelle du jeu. Mais voilà, c'est aussi un jeu qui a été retravaillé, et on aura l'occasion sans doute d'en reparler pendant le gameplay. Donc quand on lance The Stanley Parable, on tombe effectivement sur cet écran titre. Ah oui, pardon, on ne le voit pas, on va le voir tout de suite. Voilà, on tombe sur cet écran titre assez singulier, on le voit, qui tout de suite amène sur un horizon d'attente. Et justement, je voulais savoir, tous les deux, peut-être la première fois que vous avez lancé le jeu, quel horizon d'attente, quand vous voyez cette image, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Qu'est-ce que vous imaginez que le jeu va être quand vous voyez ça? En vrai, c'est un écran de jeu qui en dit presque le moins possible. Il aurait pu être noir que voilà. Ça pose le décor, le côté mise en abîme évidemment. En fait, il est réactif, c'est-à-dire qu'il est dynamique. Quand vous bougez les curseurs, en fait, vous le voyez déjà dans l'écran et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on a vraiment ce processus de mise en abîme. Et c'est un bureau qui est assez particulier aussi. Ça, on va le découvrir juste après. Mais voilà, il nous plonge en tout cas, il nous fait comprendre dans quel genre d'univers on va plonger. Et puis il y a ce côté aussi où, même en vue subjective, le jeu maintenant a été porté sur console, donc il peut se jouer dans son canapé. Mais c'est d'abord un jeu PC. Et c'est vrai que visser sur son siège devant son clavier d'ordinateur, son écran, on se sent un peu à la place de Stanley finalement quand on voit cet écran-là au début. Ouais. Ouais, j'ajouterais juste qu'effectivement, il y a cet environnement de travail qui peut être un peu contre-intuitif. On en reparlera, on va le développer, mais quand on joue à un jeu vidéo, on n'a pas forcément envie de parler bureau et de travail. Et il y a ce petit côté aussi vintage, c'est-à-dire que déjà, on est sur un PC qui nous place dans une temporalité un peu différente des années 2010. Et du coup, il y a un petit côté nostalgique. En tout cas, moi, quand je vois ça dans les années 2010, c'est le PC de quand j'étais petit, le PC familial et mon père informaticien. On est plus dans un environnement de travail et je me dis, j'ai envie, à quoi je vais jouer quand même, malgré tout. Est-ce que je vais travailler ou est-ce que je vais jouer quoi? C'est marrant parce qu'effectivement, j'évoquais le jeu récemment avec une collègue qui est présente dans la salle. Et quand je lui ai dit le titre du jeu, elle m'a dit « Oula, ça a l'air méta ». Et effectivement, c'est aussi quelque chose qui ressort d'une image comme celle-ci, où tu as parlé de cette mise en abîme, effectivement, le média qui se représente lui-même, l'ordinateur se représente lui-même, mais en plus de ça, il y a cette plongée dans l'écran, c'est-à-dire une sorte de vertige quasiment, qui se produit avec cette mise en scène, cette mise en cadre ici. Ce que je trouve aussi intéressant de signaler, c'est que ce qu'on voit ici à l'écran, avec cette résonance entre les écrans, c'est quelque chose en fait qui se produit quand on prend une caméra, et qu'on la branche sur un écran, et que l'écran diffuse ce que la caméra filme, et qu'on filme l'écran. En fait, c'est ça qui se passe, c'est que l'écran va être à l'infini. Donc, ce qui veut aussi dire que ce que l'on voit ici, c'est quasiment une forme de vision de caméra. En fait, on a l'impression que quelqu'un qui nous filme en train de jouer à un jeu, en train de jouer à un jeu, en train de jouer à un jeu. Donc, effectivement, ça crée cette espèce de vertige et ça nous place tout de suite dans une position spectatorielle qui
qui convoque un imaginaire lié à la caméra, en fait, et au fonctionnement technique même de la caméra, quelque chose qui va être aussi au cœur du jeu. On va le voir, cette question de la caméra, elle est vraiment omniprésente, en tout cas dans la séquence introductive, et puis par la suite dans plusieurs moments que l'on va aborder. Et ben, je vous propose de lancer la partie. Alors, comme d'habitude, et là encore, je l'annonce pour ceux qui viendraient pour la première fois aux séances cinéma et jeux vidéo, pendant les cinématiques, on ne parle pas pendant les cinématiques, on les laisse se dérouler, on parle pendant le gameplay, ce qui fait que là, il va y avoir une cinématique d'ouverture qu'on va analyser tout de suite pour essayer de voir un peu quels sont les codes cinématographiques qui y sont utilisés, et qu'est-ce que ça permet de restituer vis-à-vis du personnage qu'on nous présente et de la situation dramatique. Et en fait, par la suite, il y aura assez peu d'occasions de cinématiques, puisque ce n'est pas un jeu qui repose justement sur des cinématiques, il y a vraiment très très peu, et ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler. On lance, et donc on va découvrir la manière dont le jeu nous introduit à la fiction. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Voilà donc la cinématique inaugurale de The Stanley Parable. Comme le narrateur vient d'expliquer que Stanley est resté immobile pendant quelques minutes, et ben on va prendre ces quelques minutes pour analyser un petit peu, rester nous-mêmes immobiles et analyser un petit peu ce qui vient de se passer. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est assez fascinant, c'est que le jeu commence par un écran noir, on dit voilà, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Stanley. Le plan s'ouvre, le plan qui suit s'ouvre sur une porte et non pas sur un visage ou sur un personnage qu'on pourrait effectivement tout de suite associer au personnage de Stanley. Ce que l'on voit, c'est une porte avec marqué 427, une porte close, avec un travelling avant donc, qui se rapproche de cette porte, mais effectivement, on n'a pas de personnification pour l'instant, de caractérisation d'un quelconque personnage. On se retrouve face à cette espèce d'impasse, en fait, avec un travelling qui donc concentre l'attention sur la porte. Ça crée une logique centripète, en fait, avec toute l'attention qui se concentre vers le centre de l'image. Et il faut attendre le plan suivant pour que Stanley nous soit présenté, sauf que, vous l'avez repéré, on ne voit pas son visage. Tout de suite, la première chose, c'est qu'on voit un personnage de dos, avec une vue, effectivement, là encore centripète, le personnage vraiment au centre de l'image, qui concentre les choses, qui oblitère totalement la logique du hors-champ. C'est-à-dire que là, pour le coup, le hors-champ n'est pas source d'intérêt dans un plan comme celui-ci. Ce qui importe, c'est ce personnage centré sur lui-même, concentré sur son travail, puisque c'est aussi ce que la voix off nous explique, c'est que c'est un personnage qui est obnubilé par les instructions qu'on lui donne sur son écran. Vous avez peut-être remarqué aussi que ce deuxième plan sur Stanley, il est singulier. C'est-à-dire que non seulement il y a un travelling avant comme sur le premier plan, mais on a aussi cette caméra qui part de très loin. Elle part de derrière quasiment le décor. On est au niveau des armoires. On ne peut pas positionner une caméra ici, concrètement, dans la vie réelle. Donc là, la caméra, on dirait une caméra espionne, en fait, qui est là un petit peu presque irréelle, mais on a l'impression que c'est une caméra presque métaphysique, en fait, qui va, comme ça, aborder le personnage ou cerner le personnage de manière un peu fantasmatique ou un peu fantastique, comme si Stanley était un rat de laboratoire, parce que c'est aussi un peu comme ça qu'on nous le présente ici. Ce qui va d'ailleurs être clairement le cas dans les plans qui suivent, où on a carrément des plans de
caméra de surveillance. Hein, c'est pour ça que je disais que la question de la caméra elle va être assez centrale dans la réflexion. On a ces plans avec donc, un filtre VHS qui convoque cet imaginaire de la vidéosurveillance avec des zooms et des dézooms qui renforcent aussi l'artificialité de la prise de vue et qui nous donnent donc à comprendre que tout ce que l'on voit ici est très fabriqué et surtout que le personnage est surveillé, encore une fois contrôlé d'une certaine façon. Donc on nous montre en fait par ces quelques choix très précis, on le voit en termes de mise en scène, que Stanley est un personnage sans caractère et surtout qu'il ne questionne absolument pas sa fonction dans l'entreprise. Et ça, c'est évidemment absolument central, hein, on va y revenir. Et au-delà de ça, ce que je voulais signaler quand même, c'est justement l'analogie, et je vais vous laisser la parole là-dessus, l'analogie qu'on nous fait tout de suite entre le personnage sur son écran et le joueur. Effectivement, tu as évoqué le fait qu'on joue sur PC, et tout de suite, de nous présenter ce personnage-là qui suit des commandes qu'on lui donne, ça convoque tout de suite un effet de miroir avec le joueur. Alors, peut-être un petit mot là-dessus, sur cet écho entre le joueur et l'avatar ici. Qu'est-ce que ça produit comme sentiment de résonance avec nous-mêmes? Je pense que c'est une des mécaniques qui fait qu'on... Enfin, tu n'es peut-être pas arrivé au bout, c'est-à-dire que là, on est en attente, comme vous voyez, on a littéralement on est devant l'ordinateur, et en fait, on retrouve presque la vue de l'écran de lancement, pardon, l'écran d'intro. Et ouais, là, en fait, il attend... alors, Stanley attend, on se retrouve à un moment où Stanley attend, et nous-mêmes, on attend. Et ce côté où on arrive à côté de l'ordinateur, c'est vrai que d'un coup on a cette connexion où ouais, effectivement nous aussi on est face à un bureau physiquement et donc complètement immergé et même je pense que c'est comme ça qu'on pénètre en fait dans l'univers et que on nous rappelle que on se demande est-ce qu'on va pas jouer à travailler, c'est quoi qu'est-ce que ça va être l'étape suivante et surtout ouais, c'est ce truc là qui nous met vraiment dans le mood. Ouais. Ça va même un peu dans les deux sens, je dirais. C'est que à la fois on nous présente effectivement, enfin on nous présente nous comme un employé, comme si c'était Stanley était nous, mais c'est aussi l'inverse, c'est que Stanley est aussi représenté un peu comme un joueur de jeux vidéo qui lui-même doit répondre à des injonctions qu'on lui donne. Voilà, il y a un truc à atteindre, il y a un personnage qu'il faut annihiler, et donc on va agir en fonction de ce que le programme nous dit de faire. Donc finalement, il y a cette double résonance, il me semble, ici. À la fois, nous prenons pour Stanley, et Stanley se prend un peu pour nous aussi. Hein. C'est vrai qu'en fait, tu as raison, il répond aux ordres. On lui donne des ordres, il répond aux ordres. Là, Stanley n'a plus d'ordre, puisqu'il n'a rien sur mon écran, et pourtant, la dernière chose qu'on nous dit, c'est finalement c'est notre premier ordre qu'on reçoit, c'est le narrateur qui dit il va sortir, il va aller voir ce qui se passe dehors. Tout à fait. Et en fait, alors il y a plein de choix, on va voir, mais finalement là on est peut-être dans le seul moment où le narrateur ne s'interpose pas entre nous et le jeu, puisqu'en fait là on est vraiment dans l'attente, c'est-à-dire que pour l'instant il ne se passe rien et tout est encore à découvrir, quoi. D'ailleurs, je termine juste là-dessus, et avant de commencer à contrôler le personnage, mais la toute fin de la cinématique, elle est intéressante parce que vous avez vu que le plan qui achève la cinématique et qui fait la transition vers le gameplay, c'est un gros plan sur l'écran d'ordinateur. La caméra se recule et elle se positionne dans une station debout pour nous faire comprendre qu'on a pris les contrôles et que cette fois-ci, c'est à nous de jouer. Donc on passe en vue subjective. On avait un découpage très cinématographique au départ, et d'un seul coup, cette vue subjective nous amène sur le terrain du jeu vidéo. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que le plan qui fait la transition, c'est pas une vue subjective, parce que sinon, ça voudrait dire que Stanley, il a le visage complètement collé à son écran. Donc c'est pas une vue subjective. On adopte par contre son point de vue, c'est-à-dire que l'écran prend tout le cadre, comme s'il était obsédé par cet écran. Il n'y a que ça qui compte, finalement. C'est comme si le monde extérieur n'existait pas. Même le mouvement de grue que vous avez vu à un moment donné, où on voit le box de travail de Stanley, il n'y a rien autour. Là, c'est quasiment du hors-cadre, si je prenais un terme de cinéma, c'est-à-dire qu'on voit quasiment la fabrication du jeu, on voit la map dans le néant du système ludique, en fait. Hein. Et ça fait aussi penser à d'autres jeux. Moi, personnellement, ça me fait directement penser aux Sims. Alors, je pense à la première itération des Sims, avec en fait cette vue en 3 dimensions, mais qui est isométrique. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a très peu d'effets de perspective. On est très écrasé et vu du dessus. Tu parlais du rat de laboratoire juste avant. Voilà, Stanley, 100%. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il est observé. Je ne sais pas si lui se sent observé, mais il y a quelque chose qui tourne par rond là actuellement. Ça, c'est clair. Tout à fait.
il va y avoir quelque chose d'un peu particulier que je viens de découvrir dans le gameplay, c'est que les joysticks sont inversés. Donc Stanley va faire des trucs un peu bizarres par moment. Il faut pas s'inquiéter. Je ne sais pas si vous êtes habitué au joystick inversé, mais voilà, ça devrait le faire. Ça va être un peu surprenant. Donc voilà. Ce qui est marrant, c'est que cet espace dans lequel on prend donc le contrôle, on voit bien, on est cerné de murs. Là encore, on est vraiment dans cette logique d'enfermement du personnage. Et même la porte qui est censée nous ouvrir sur un autre espace, clairement, c'est pas un espace qui ouvre sur une ligne de fuite en fait. C'est un espace qui est déjà bouché. Il y a un mur, il y a des placards, et il faut se déplacer pour pouvoir dévoiler un petit peu le reste du décor. Donc en fait, cette composition qu'on avait au départ, ça va être très compliqué, cette composition qu'on avait au départ ici, elle nous met face à un mur, donc à une impasse, et la seule solution qu'on a pour s'en sortir, c'est effectivement de se déplacer, et donc aussi de changer de point de vue. D'un seul coup, on dit on abandonne l'écran d'ordinateur pour aller ailleurs, et donc découvrir un petit peu cet univers environnant. Alors juste peut-être, si vous voulez rebondir un tout petit peu là-dessus, je vais quand même essayer de... Oui, peut-être que dans les paramètres, il doit y avoir une inversion de les axes. Voilà, exactement. Voilà. Très bien. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vas-y. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Alors là, on a cette voix off. Peut-être qu'il faut dire un petit mot de ce fonctionnement particulier, parce qu'on ne s'attend pas à ce que cette voix off revienne en fait après la présentation du Oui, c'est ça. Normalement, une introduction, c'est souvent ce qui se fait, une intro. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Donc en fait, le narrateur, on pourrait se dire il s'arrête à la cinématique, et ensuite on va jouer, il va y avoir d'autres personnes qui vont nous parler, etc. En fait, non, le narrateur, il embraye direct une fois qu'on sort du bureau. C'est la voix de Kevin Brighting. Et en fait, Kevin Brighting, cette voix-là, elle est présente. Je refais un petit rebond sur les différentes versions de Stanley. Ça, c'est vraiment la structure du jeu qui était présente depuis la première expérience. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était central et qui n'a jamais bougé. C'est qu'en fait, voilà, c'est un comédien de doublage qui est basé au Royaume-Uni. Et voilà, il a été contacté par Davey très vite dans le projet. Et Davey l'a retenu parce que vraiment il trouvait que ça collait parfaitement dans en fait, ce ton presque de conteur d'histoire. On dirait presque une histoire, finalement une histoire assez insouciante, joyeuse, presque comme un conte pour enfants. Donc ça nous enveloppe en fait. On a une musique, si on fait attention effectivement, qui est tout le temps là, petite musique de tension. Et on a cette voix qui est peut-être faussement réconfortante, qui nous informe déjà un petit peu de la personnalité du narrateur qui va nous accompagner. Et donc, via ce travelling très maîtrisé, je vais dévoiler un premier aspect intéressant, évidemment, du jeu par rapport à cette voix off. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Voilà la première spécificité du jeu. Alors, si tu veux en dire un mot peut-être, ou Hugo, sur qu'est-ce qui se produit quand on arrive là et qu'on entend cette voix off qui nous dit ça, qu'est-ce qui se passe dans notre tête en tant que joueur en fait. Ouais, en tant que joueur, je pense qu'on ex-joueur, je vais pas me mettre sur un piédestal, dire que je suis en tant que joueur expérimenté, mais en tout cas, si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'il nous préciserait la porte à emprunter si on a l'impression qu'il nous laisse un choix en fait. Donc effectivement, on se pose tout de suite la question et ça nous remet tout de suite dans un comment dire, même en fait ça rebondit directement sur nous le joueur. C'est peut-être la première fois que depuis le lancement, que ça nous refait sortir du jeu, puisque d'un coup, si on réfléchit un petit peu plus loin, on se dit mais attends, il me laisse le choix, il me laisse pas le choix. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Est-ce que je suis vraiment obligé de suivre tout ce qu'il me dit de faire? Et c'est peut-être le premier bout de papier peint qui commence à se décoller un petit peu, quoi. Et ça suit aussi avec toute cette esthétique de bureau où on est censé être dans un bureau très clean, il se passe rien de spécial, finalement un boulot assez ennuyeux en surface. Et c'est vrai que là, d'un coup, on commence à avoir... il n'y a rien qui nous confirme vers quelque chose de tranquille dans toute cette esthétique, finalement. Stanley just stood there doing nothing at all. He seems to think I have nothing better to do with my time than to sit around and describe every fascinating little detail of his inability to do anything. This is why Stanley and I are on such good terms. On vous avait prévenu que ce serait méta. Hein.
Oui. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est bien sûr le décalage avec le cinéma. C'est-à-dire qu'on est sur un statut de voix off quand même qui est assez particulier. C'est une voix off très cinématographique en un sens, Oui. qui a été théorisée notamment par quelqu'un comme Michel Chion, qui a appelé ça la parole texte. En fait, c'est une parole qui décrit les choses de manière tellement précise qu'on a l'impression que les images sont générées par la voix. Là, pour le coup, au cinéma, ça marche, parce que quand il y a une voix off qui décrit quelque chose et que les images se produisent sous nos yeux, comme on n'a pas le contrôle dessus, c'est assez logique. Alors qu'ici, effectivement, en nous donnant le contrôle, quand la voix décrit à l'avance quelque chose, évidemment, il y a un décalage entre la nature de cette voix qui est éminemment cinématographique et la nature médiatique du jeu vidéo. Alors évidemment, au risque de vous décevoir, notamment dans un festival Stunfest dont la thématique est résister, nous allons prendre la porte de gauche. Et nous allons suivre le narrateur pour voir ce qui se passe en fait quand nous obéissons à cette voix et que nous faisons du cinéma. Voilà, et que nous suivons effectivement le récit. Alors, il y a cette esthétique de couloir qui est assez particulière. Alors, je pense que Hugo, là-dessus, il y a quelque chose qui est assez marquant tout de suite. C'est une influence que le jeu va avoir sur une série qui est évidemment aujourd'hui très connue, avec ces couloirs infinis qui semblent constamment se répéter, ouvrir constamment sur du hors-champ, etc. C'est la série Severance de Dan Erickson. Tout à fait. Et là, je regardais aussi juste. En fait, on a l'impression que tout le monde a disparu. Enfin, c'est un peu le speech. Et en fait, il y a quand même des traces un peu de. Il s'est passé un truc parce que tu as des tasses de café renversées. Ouais, ils ont l'air d'avoir disparu vraiment en pleine action de travail. Et d'ailleurs, le diapo continue de circuler tout seul. Donc, il y a un peu cette. En regardant, il y a un peu cette angoisse de se dire, mais ils ont vraiment disparu en plein milieu. Donc voilà, et ça, c'est assez inquiétant. Et par rapport à Severance, ouais, c'est, de toute façon, on se posait la question, mais je pense qu'on n'a pas trouvé de preuve ultime, mais que Ben Stiller a dû jouer à Stanley Parable. Parce que le principe du personnage qui doit juste appuyer sur un bouton sans savoir effectivement quel est le but de appuyer sur ce bouton, c'est ce que fait Stanley pendant des années, il semblerait. Exactement. Ça rappelle vraiment les diaporamas qu'on fait. Ah, c'est ça. Et c'est un peu angoissant déjà, non? Mais en plus, une forme d'angoisse du travail. Ouais. L'éclairage, évidemment, aussi joue beaucoup sur cette angoisse un peu existentielle, parce que c'est du vide, en fait. C'est le vide des employés, mais c'est aussi le vide de ce qui nous est présenté dans les diapos, sur les tableaux. On est sur du vide, en fait. Il y a vraiment cet aspect-là, comme dans Severance, pour le coup. Exactement. Et puis ces fameux couloirs labyrinthiques, façon... on parlait de choix tout de suite, voilà, ce fameux labyrinthe de choix. Est-ce qu'on a vraiment le choix ou pas dans le jeu et de manière générale dans le jeu, les jeux à choix, est-ce qu'on peut vraiment contrôler ce qu'on fait? On va suivre. On va monter. Et on va aller dans le bureau. Très inquiétant aussi. Alors ce qui est amusant, c'est que les portes se referment toujours derrière nous. Comme pour dire, il n'y a pas de marche arrière possible, on est toujours amené à aller de l'avant et à avancer dans la narration. C'est comme si le narrateur nous obligeait, via le contrôle de l'espace, en fait, à aller toujours vers l'avant. Et comme s'il y avait quelqu'un aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui ferme les portes ou est-ce que c'est contrôlé à distance? Oui, tout à fait. Alors le bureau du boss, il est magnifique. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad, Stanley pushes some oui, d'accord. buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill C'est trop lent. Nous avons pris trop notre temps. Bon, c'est pas grave. Mais bon, l'espace du bureau du patron, effectivement, il y a quand même quelque chose d'assez spectaculaire dans la hauteur des plafonds, la couleur rouge, évidemment, qui va créer une forme de tension chez le joueur. Et puis, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'apparence, en fait. Mmh. C'est un lieu qui a l'air totalement artificiel, même si on regarde les livres qui ornent la bibliothèque. Vous voyez, c'est que des tranches, en fait. Enfin, il n'y a pas de livres, en fait. Comme si les patrons avaient le temps de lire des livres aussi. Ouais, déjà, complètement. Donc il y a vraiment un truc assez étonnant. Alors bon, là, on n'a pas vu. Il y a tout un moment où on nous demande de composer un code et le narrateur nous donne le code en fait, ce qui fait qu'on le devine et le narrateur dit c'est étonnant, Stanley a réussi à trouver le code en question. Et on se retrouve face. Tu voulais montrer Non, on parlait de l'affiche du portrait à la tête coupée, tout à fait. Avec Pierre tout à l'heure, l'esthétique un peu du patron, enfin du méchant capitaliste. Avec sa cravate rouge et sa main sur un globe, non? Je sais pas si vraiment puis l'usine à côté. La montagne à gravir, voilà, on a toute une critique du libéralisme derrière. De toute façon, on va en reparler. Mais... Et puis bon, ça ouvre, voilà, il y a un passage secret du coup dans le bureau du patron qui ouvre sur un décor qui, pour faire écho à cette idée d'apparence, c'est quasiment des coulisses de théâtre en fait. Il y a un truc totalement artificiel là dans les murs, les spots, les bouts de bois qui donnent l'impression d'être des planches en fait pour construire des éléments de décor. Donc il y a toujours cette idée d'investir un envers du décor qui passe aussi par ce déplacement vers des
on voit ici un surcadrage assez évident vers un bouton rouge qui nous amène à nous diriger vers ce bouton rouge. Et quand on se déplace dans un jeu, ça crée un travelling. Donc ça crée un effet de dramatisation forcément, ce qui va donner une importance cruciale à ce bouton, puisque pour appuyer dessus, il n'y a pas le choix, il faut être en gros plan. Et le gros plan, bien sûr, va donner à ce bouton une importance considérable. Et puis là, le fait qu'on descende aussi, on va aller dans les coulisses, on monte pas, on descend. Donc on va vraiment aller dans l'arrière-boutique, le décor secret caché justement de ce grand complot qu'on est en train de dévoiler. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. On suit, il nous dit d'aller là, on va là. Et une caméra. Ouais, effectivement. Ah, là, j'y vois, je sais pas si c'est volontaire, mais il y a vraiment c'est Cerebro dans X-Men en fait. On est vraiment dans cette logique aussi, un espace de contrôle, parce que Cerebro c'est ça aussi, c'est le contrôle des esprits. Et donc là, même chose que tout à l'heure, un bouton où rien n'existe autour, on a vraiment cette sensation d'une concentration du regard vers ce bouton sur lequel on va appuyer. En gros, on nous dit il n'y a que ça à faire. Donc bon, on appuie dessus évidemment. Très Half-Life aussi. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Alors vous avez vu déjà, c'est assez amusant, c'est le gros plan qu'on vient de nous faire sur l'ampoule, sur le bouton. Ça a allumé des lumières qui sont parties du bas vers le haut, ce qui en fait qu'on, si on veut suivre les lumières qui s'allument, on lève la tête. Et du coup, on crée une contre-plongée qui va bien sûr amplifier la révélation, la dimension extrêmement imposante de ce lieu. Et donc, cette porte qui va s'ouvrir, nous amener donc sur cette passerelle qui va nous mener à une autre plateforme, comme dans un montage en fait, comme si on avait des plans de films qui se succédaient. Les passerelles arrivent comme des liaisons en fait de découpage entre les lieux. Donc la même chose, on n'a rien d'autre à faire concrètement, donc la seule chose qu'on peut faire c'est appuyer sur ce bouton avec une caméra. Là encore, on y est. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Alors voilà, là on nous montre le cœur du propos du jeu, avec des employés qui ne sont que des numéros, la question de la surveillance qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors peut-être mettre pause pour pas que le narrateur nous casse encore des trucs. On s'y attendait pas du tout au fait qu'il accélère le mouvement comme ça, on l'avait pas vécu. Mais donc c'est aussi de voir aussi comment le jeu s'adapte à nous, c'est assez intéressant. Mais là bien sûr, ce qui est aussi assez fort, c'est que ces différentes caméras de surveillance, elles nous font prendre aussi conscience que c'est un discours assez méta sur le jeu vidéo lui-même. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo, c'est aussi un personnage unique qui va être incarné par énormément de personnes différentes. Et donc ces différents écrans, c'est peut-être aussi tous les joueurs possibles qui pourraient investir un employé, un autre Stanley éventuellement. Donc il y a sans doute une métaphore un petit peu du jeu à ce niveau-là. D'autant plus qu'il va y avoir un discours du narrateur qui va aussi aller dans ce sens du personnage qui est comme manipulé en fait par à la fois la société qui l'emploie, mais aussi par le joueur concrètement. Et puis on a aussi là je vois ça avec la disposition des écrans, on a aussi ce côté qui essaye de faire quand même très carré, très parfait. On dirait qu'ils ont mal compté le nombre d'écrans au fur et à mesure, puisque le 100 s'est rajouté au bout après le 99. Là, ils ont mis un petit paquet de 197. En bout, c'est comme s'ils s'étaient rendu compte que ça faisait pas exactement le nombre d'employés ou le nombre de postes après coup. Donc, on commence de toute façon à sentir des dysfonctionnements. Plus on progresse dans ce chemin qui est le chemin voulu par This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Alors, il y a un truc assez intéressant aussi ici qu'on n'a pas dit, c'est que cette révélation narrative, elle se fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir juste un bouton qui aurait tout révélé d'un seul coup. Ce qui n'est pas le cas. Ici, on a d'abord le bouton qui révèle qu'il y a des écrans, ensuite le bouton qui révèle qu'il y a des caméras de surveillance, et enfin le bouton qui appelle l'ascenseur. En fait, on a l'impression que c'est des prises de conscience progressives de Stanley, comme si lui-même percutait progressivement par rapport à ce qui se passe autour de lui. Et il change de point de vue sur la situation. C'est-à-dire même les déplacements de passerelle en passerelle, le fait de devoir se tourner vers les boutons, c'est aussi une façon de changer de position et donc de point de vue sur la situation. Et lui-même commence évidemment du coup à comprendre ce qui se trame dans cet endroit.
No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Donc là, évidemment, cette métaphore du contrôle, voilà, il ne croit pas qu'il est contrôlé, et pourtant, c'est le cas, par nous notamment. Happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Alors d'ailleurs, un point là-dessus, c'est que on sent cet emprisonnement que le personnage ressent. On l'a compris aussi avec l'architecture des salles de surveillance qu'on a vu juste avant, puisque c'est un panoptique en fait. On est clairement dans une prison circulaire avec le regard au centre qui permet de surveiller l'intégralité des employés. Donc cette dimension panopticone, telle qu'elle a été théorisée par Michel Foucault, on voit bien qu'elle est ici complètement mise en abîme dans le jeu, ou en tout cas représentée dans le jeu, y compris dans cet endroit, avec donc les différents boutons qui contrôlent des émotions, des boutons d'ailleurs qui n'ont aucune utilité à ce stade. Oui. Pour le coup, on peut appuyer dessus, il ne se passe absolument rien. Ce qui nous montre que finalement, ce qui compte, c'est cette profondeur de champ qui nous indique cette facility power, ce lieu où on va pouvoir couper le courant. Et comme le narrateur nous a dit que c'est ça qu'il fallait faire, en tout cas ce que Stanley est censé vouloir faire, eh bien tout converge dans la composition. Vous avez vu, à un moment où l'ascenseur arrive, on voit ce facility power qui est dans la profondeur de champ. Tout nous indique que c'est là qu'il faut aller et qu'on n'a en fait pas vraiment le choix. Ouais, il y a un sacré jeu sur la lumière en effet. Il y a aussi un jeu sur les. Là, on retrouve en fait des boutons comme les boutons sur lesquels on a appuyé avant, avec des numéros. Et puis surtout, je pense que, on peut aussi s'arrêter sur l'architecture de cette pièce-là, qui fait écho à la précédente. C'est vrai que tout ça combiné fait qu'on est vraiment dans une architecture, je ne sais pas si c'est un style particulier, mais c'est vraiment une architecture de boss de jeu. Oui. C'est une arène. On arrive dans les arènes qu'on retrouve souvent en fin de jeu, lorsqu'il faut battre le boss final et tout. Donc on a vraiment, avec ce gigantisme, tous les codes pour nous faire comprendre que c'est important. Et ça met un peu aussi tes sens en alerte en te disant... Là, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que je ne suis pas juste en train d'observer l'arène qui va servir à faire un combat? Est-ce qu'il ne faut pas que je prenne des repères? Et aussi, je pense qu'avec le conditionnement qu'on a juste avant, des 3 passerelles avec les boutons, finalement, on ne se pose même plus la question de est-ce que je dois appuyer ou non sur ce bouton. Là, on est embarqué dans le couloir. Et donc, on appuie sur les boutons, on continue d'avancer pour dérouler l'histoire. Voilà, avec cet écran géant évidemment qui prend tout le cadre, une sorte de submersion comme ça par l'image informatique, avec donc cette machine qui contrôle les esprits et avec ce système qui permet de l'éteindre. He knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Eh bien, allons-y. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door.
Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Nous avons fini le jeu. Alors, première fois que nous finissons le jeu. Alors peut-être un mot sur cette fin quand même qui est assez singulière, qui est assez intéressante à analyser elle aussi. Comment est-ce que, peut-être la première fois que vous avez vécu cette fin, comment est-ce que vous l'avez vécu, qu'est-ce que ça vous a fait, comment ça vous a fait réfléchir au jeu? Je pense que ça fait tout de suite, enfin, d'ailleurs je sais même pas si moi c'est la première fin que j'ai faite. Je sais pas si j'ai suivi le narrateur dès le début. Alors là, ce qui me frappe en revoyant effectivement, c'est le côté qui fait une porte de hangar, qui fait une sorte un format cinémascope, mais de porte de garage. C'est-à-dire une énorme porte qui remplit tout l'écran et dans laquelle on pénètre. Enfin, on dirait vraiment, c'est avec ces perspectives, les panneaux de cinéma classique, The End, qui s'écrirait sur le soleil couchant. Donc il y a ce côté-là. Et surtout, je trouve qu'il y a quelque chose de frustrant tout de suite, qui est là pour... c'est une fin qui est peut-être une mauvaise fin pour un jeu vidéo, mais qui est fait volontairement pour ça, pour nous donner envie de relancer, puisque finalement, en l'écoutant parler et en lâchant la manette, puisqu'on ne contrôle plus rien à la fin, on réfléchit déjà à ce qu'on vient de faire comme expérience. Et moi, ce qui sort tout de suite de cette expérience, c'est une insatisfaction. On n'a fait que suivre ce qu'on nous a dit de faire. Et au final, c'est un scénario somme toute classique. On n'a pas. Est-ce qu'on a, je dirais, dans un jeu vidéo, est-ce qu'on a eu un challenge à un moment? Est-ce qu'on a dû être mis au défi de réussir quelque chose? Est-ce qu'on a eu un game over? En fait, toutes ces questions-là font que, non, là, on a peut-être juste déroulé une histoire, mais on n'a pas fait beaucoup plus, quoi. Hugo, de ton côté? Oui, je pense que là, de toute façon, c'est de l'envie d'aller plus loin et de ce petit truc de il y a ce petit happy end, mais en même temps, il dit mais en soi, t'as même pas résolu une seule des questions. Ils sont où? Donc, tu vas avoir envie de recommencer effectivement pour te demander est-ce que j'aurai des réponses à ces fameux questionnements de qui est-il arrivé à tout le monde. Et cette dualité aussi entre le plaisir et le bonheur individuel du personnage qui, en gros, on te dit dès le début, de toute façon, Stanley est heureux et tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux. Donc est-ce qu'il est vraiment heureux? Est-ce que voilà, et toute cette étape et on parlait aussi des étapes de la violence au travail, et donc là on pense les salles aussi, on en parle un petit peu là, mais je pense qu'il y a aussi ce truc un peu de guérison. Voilà, au début il y a les salles de plus en plus sombres et puis à la fin ce truc d'aller vers du mieux, mais est-ce que tu as le droit d'être égoïste pour te soigner? Enfin, il y a un peu ça te fait réfléchir, mais effectivement c'est que le début de la réflexion, parce que toute la souffrance et tout ce qu'il y a derrière va aller beaucoup plus loin. Voilà, on a cette frustration est très présente. En fait, oui, pardon. Non, juste pour rebondir, c'est vrai que je pense qu'en se remettant aussi dans le contexte de 2011, quand le mode est sorti, d'habitude, un mode, c'est vraiment un jeu qui est fait... c'est des expériences qui sont faites par des fans ou même des gens qui ont le développement de jeux vidéo comme un hobby. Et l'histoire, la narration... viennent dans un développement, viennent très souvent après le gameplay. Et là, on est face à une expérience qui est peut-être à l'envers, puisque on a surtout une narration qui est présente et on n'a pas vraiment de gameplay, puisque Half-Life 2 est un jeu à la première personne également, mais un jeu de tir. Donc certes, vous avez une histoire, mais d'abord vous avez un pistolet, des armes, et vous tirez sur des ennemis. Et là, on ne tire sur personne. On appuie à peine sur des boutons. Donc, en fait, on a le champ des actions qui a été complètement réduit et l'histoire qui, au contraire, par le véhicule du narrateur et qui est omniprésente, vraiment, dans cette première séquence qu'on vient de faire. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a frappé et qui a marqué quand le mode est sorti en 2011 et qui est vraiment dénoté avec le reste. Oui. Mais il y a un truc en plus très ironique dans cette fin, puisque finalement le narrateur est en train de nous dire qu'on s'est libéré, que le personnage de Stanley est libre, que plus personne ne le contrôlera, etc. Alors qu'on perd totalement le contrôle. À ce moment-là, on ne peut plus faire de choix. Et quand on avance, le contrôle du personnage même nous est retiré. Ce qui fait qu'il y a aussi ce décalage. D'un seul coup, il y a cette dissociation entre notre avatar et nous-mêmes, ce qui fait qu'on voit Stanley se libérer, mais finalement cette libération ne nous convient pas à nous, parce que pour se libérer, il a dû se soumettre totalement au joug de ce narrateur.
Et j'imagine aussi, et c'est aussi, on va encore plonger dans le méta, mais dans ce contexte, dans ce dispositif des séances cinéma et jeux vidéo, on est aussi dans un truc assez particulier, c'est que vous êtes spectateur et spectatrice d'un jeu auquel vous ne jouez pas. Et du coup, il y a peut-être aussi quelque chose de particulier là-dedans, c'est que là, l'histoire pouvait être extrêmement déceptive, par exemple, pour vous, parce que vous n'étiez pas en contrôle et vous voyez juste un truc se dérouler de manière assez classique. L'intérêt dans ce jeu, très clairement, c'est de jouer, c'est d'emprunter les embranchements, de choisir et du même coup de tester les limites du jeu. C'est pourquoi nous allons tester un dispositif un peu particulier ce soir, puisque nous allons vous demander de participer. En gros, nous allons arriver à plusieurs embranchements et on vous demandera à chaque fois de voter si vous voulez aller à tel endroit ou tel endroit et on suivra la majorité pour se diriger dans le jeu et voir qu'est-ce qui va se dévoiler à nous dans les différentes fins que The Stanley Parable nous offre. Pierre, je te laisse prendre la main sur cette deuxième run du coup. Très bien. Hop, allons-y. Merci. Peut-être mettre ça plus. Ouais. Eh ben, c'est parti. Bon, pour l'instant, normalement, il n'y a pas de choix à ce niveau, à cet endroit-là. Donc, on va juste avancer. Et voilà, le narrateur va se remettre à parler. C'est vrai qu'en fait... Ah oui, alors c'est vrai que bon, les numéros aussi, on est quand même tenté de... Enfin, on arrive aussi avec un objet où on a des interactions possibles. Donc, en fait, on est aussi tenté d'aller ouvrir toutes les portes. Et on teste un peu aussi toutes les actions. Et là, je pense que sur la boucle aussi, ce qui nous fait sentir que c'est pas vraiment la fin. Bon, alors on n'a pas analysé l'écran de chargement, ce qui normalement est un endroit où c'est juste censé être là pour charger des textures, nous remettre à un endroit précis du jeu. Là, il y a écrit The End is never the end, ce qui tourne en boucle, qui est un motif qu'on retrouve à différents endroits dans le jeu. Et aussi, normalement, si on avait vraiment fini le jeu, on aurait eu des crédits. On serait retourné peut-être sur l'écran du jeu de sélection de la partie, mais là on revient au début en fait finalement. Donc c'est un peu aussi des tips et des indices qui nous disent que c'est pas vraiment fini quoi. Et puis ça aurait fait un jeu super court quand même. Il coûte une vingtaine d'euros, mais ça fait cher la minute quoi. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Bon. Alors. À main levée, allons-y. Dans quelle direction souhaitez-vous aller? Alors, qui veut aller à gauche? Pardon. Qui veut aller à gauche? Qui veut aller à droite? Allez, on résiste, résistance. Eh ben, on va aller à droite. C'est parti. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Alors, il y a cette façon assez absurde du narrateur d'essayer de justifier les choix que l'on fait. C'est toujours assez drôle, évidemment, la séquence de la salle de pause est assez marrante. D'ailleurs, quand on y reste un peu, il se passe un truc assez marrant. Wow, yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Il y a un truc d'absurdité là-dedans qui renvoie aussi peut-être à cet imaginaire des bullshit jobs, donc que le jeu aborde vraiment de manière assez frontale. Une séquence comme celle-ci, je pense qu'elle représente bien cette absurdité de ce monde du travail. Je sais pas, Hugo, si tu veux. Ouais, David Graeber, quand il parle des bullshit jobs, le mot n'est pas utilisé dans... Il dit qu'il est un job sans intérêt, insignifiant. Mais du coup, Graeber, quand il théorise les bullshit jobs, il dit effectivement que c'est un job de... l'employé, il n'arrive pas à trouver un sens à sa propre existence. Et je trouve intéressant parce qu'effectivement, là, Stanley, même en termes de c'est un personnage de jeu vidéo, c'est un avatar, et il a même du coup, effectivement, son existence est vraiment inutile, quoi. C'est vraiment le personnage de jeu vidéo qui a le rôle le plus inutile finalement peut-être possible. Et donc, effectivement, dans tout jeu, il y a toute une critique du travail et l'angoisse du travail bureaucratique qui n'a aucun sens. Et Stanley, ce serait un larbin dans la typologie des bullshit jobs, donc vraiment quelqu'un qui fait une tâche pour quelqu'un sans savoir quel est le but de cette tâche. Donc je vous rappelle, appuyer sur des boutons dans un ordre précis avec un temps de secondes par bouton, sans savoir à quoi sert d'appuyer sur ces boutons. Donc ce qui est aussi un peu le personnage dans Severance, effectivement, qui doit ranger des données, mais il a d'ailleurs un côté petit ludique, mais... Il ne questionne pas ces données. Ouais, voilà, il ne sait pas à quoi servent ces données dans un premier temps, quoi. Donc il y a toute une critique effectivement de la forme du travail libéraliste et puis cette
ces open space qui, dans les années 2010, sont encore un peu à la mode, mais qui aujourd'hui sont quand même largement remis en cause dans leur façon d'opprimer et de se contrôler les uns les autres dans la forme du travail, quoi. Oui, et puis je pense que aussi, si on ouvre un peu plus sur le bureau au cinéma ou même en fiction, en télévision, alors 2008-2011, on est après The Office, mais les premières apparitions de l'open space, c'est, je crois, en tout cas moderne, avec cet humour de bureau finalement, de dire la photocopieuse, c'est pas super gênant quand elle est en panne. C'est vers 35 heures, c'est déjà trop. Alors le titre français est un peu terrible, mais c'est Office Space en anglais. Et donc c'est pareil, c'est toute cette vague en fait qui va démarrer donc avec ça, avec The Office, d'abord créé par Ricky Gervais puis adapté côté américain, Caméra Café en France, en mini-série télé qui a quand même marqué les esprits et qui a marqué en fait. Oui, en fait, ça a posé un cadre de on peut raconter des choses. Alors, pour Caméra Café, c'est très court et c'est juste une comédie. Il n'y a pas vraiment de lore étendu, même s'il y a eu des films qui sont sortis. C'est quand même, voilà, c'était un environnement où il y avait lieu de faire des choses avec. Et c'est vrai que ça a perduré jusqu'à Sévrance, mais Sévrance, lui, a plutôt. Alors, Sévrance se passe dans une période inconnue. On ne sait pas si ça se passe dans une ère moderne ou non. Mais il y a toute cette mouvance qui vient de je sais pas, de cette expérience des bureaux des années 80, 70-80, et puis ce revival, enfin en tout cas cette continuité jusqu'en les années 2000 avec les bureaux en open space. Ouais. Et puis pour ajouter un dernier truc là-dessus, c'est que dans les Bullshit Jobs aussi, l'idée c'est cette définition, c'est aussi l'idée de dire on occupe les gens à faire quelque chose qui ne sert à rien, comme s'il fallait nous maintenir occupés à faire quelque chose. Et c'est effectivement un peu le but de Stanley, c'est qu'il est occupé à faire quelque chose, parce que sinon il ne faudrait pas qu'il s'arrête, il commence à réfléchir, quoi. Donc on va l'occuper à faire quelque chose qui ne sert à rien et qui ne sert à personne, en tout cas pas à la société, quoi. Oui, ça me fait penser qu'en fait c'est même au-delà du récit de Stanley qui est au travail, etc., même dans le jeu en lui-même, c'est exactement ce qui se passe, parce que le narrateur tient occupé Stanley en disant il va faire ça, il doit faire ça, etc. Donc finalement, la voix off est quasiment le boss de Stanley. On parlait tout à l'heure d'arène de boss, on a l'impression que cette voix off, on lutte contre elle quasiment, donc comme si c'était un boss de jeu vidéo. Et du coup, il y a cette métaphore évidemment du travail, donc qui est liée avec le boss, le patron, etc. Donc finalement, ici, on a l'impression que Stanley est soumis à ce patron justement, et qu'on essaye de s'en libérer dans nos choix justement. Et c'est vrai que depuis le début, on appelle ça le narrateur, Kievan Breitling, l'acteur qui joue le narrateur. C'est pour le nommer, mais c'est vrai qu'il n'est jamais nommé. Mais pourtant, il est censé délivrer une histoire. Et pourtant, c'est là qu'on sort un petit peu des sentiers battus. C'est qu'en fait, on commence à percevoir déjà dans le fait de prendre la mauvaise direction et d'arriver dans cette salle de pause. On sent en fait une tension apparaître. Nous, on n'a pas de micro, on ne réagit. Enfin, finalement, on le fait réagir et on ne communique que par nos actions. Et là, en fait, on commence à sentir une dissonance avec le fait de tourner off-script, donc de sortir du script. Et on commence à sentir une personnalité en fait dans cette voix off. D'ailleurs, là, il continue à parler. On va ressortir de la pause. Il s'est pas arrêté. Enfin, c'est en pause, mais on était au milieu d'une tirade. Voilà, là, il a fini de se plaindre. Enfin, en fait, de nous tourner en ridicule, de se moquer de nous dans la salle. Et plus on reste. Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Donc plus on continue, plus on va débloquer limite des voices, mais je pense qu'on va continuer, on va avancer quand même. Bien sûr, oui, Stanley said, but at last he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Choix. Est-ce que nous suivons le narrateur, ils en ont à gauche, ou est-ce que nous continuons tout droit? Alors, qui veut aller à gauche? Ok, et qui veut aller tout droit, du coup. J'aime voir les mains se lever, je l'ai compris, mais j'aime voir les mains se lever. Allons-y, on continue. Bon, bah, on va pas là. Hein. Bah non, pas surtout pas. Voilà. C'était juste pour regarder un petit peu quand même, pour dire au revoir c'est mystérieux, à cet embranchement. Voilà, on va aller là. Bon, bah, il dit quoi? Arrêtez de mentir, si vous mentez tout de suite, arrêtez. Voilà.
Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. En fait, ce qui est aussi amusant, c'est dans la façon dont le narrateur s'adresse à nous, on a aussi le sentiment qu'il a besoin de nous. C'est qu'on a l'impression que lui, il veut qu'on suive l'histoire, en fait. Et quand on ne suit pas l'histoire, il est décontenancé, il ne sait pas comment faire. Ce qui aussi témoigne bien que dans les entreprises, voilà, les patrons, en gros, ils ne peuvent pas exister sans leurs employés. Donc voilà, c'est aussi redonner en fait cette importance, c'est se ressaisir de l'importance qu'on a dans le monde du travail. Cette façon de résister à cette voix off ici. Bon, bah là, il nous a juste dit qu'on était mauvais. Ouais. Voilà. Mais là, effectivement, on est face à un lieu un peu étonnant, donc avec un plan d'ensemble qu'on dévoile sur un décor absolument gigantesque d'entrepôt, voilà, qui nous annonce qu'on peut mourir si nous tombons de très haut, ce qui est assez logique, mais qu'on va quand même payer une charge, malgré tout, si on meurt. Faut pas déconner. Et du coup, ici, on n'a pas vraiment le choix a priori. En apparence, on est un peu condamné à aller sur cette plateforme, même si, en fait, en allant sur cette plateforme, on va pouvoir mieux observer le décor et s'apercevoir de différentes choses qui s'y trouvent, en fait. Mais on va le voir tout de suite. On y va ? Ouais, allez. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Il parle vraiment I'm not directement your à nous. enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Alors, ce qui est marrant ici, c'est que cette révélation d'un nouveau personnage dont on n'a jamais entendu parler passe aussi par une sorte de travelling avec le mouvement, avec la plateforme en fait, qui nous accompagne dans un travelling avant, qui dramatise un petit peu cette révélation. She's been waiting. Et c'est aussi le premier moment où le narrateur sort de la troisième personne et il utilise la deuxième personne et là d'un coup il commence à nous interpeller, à dire bon allez Stanley quand même et tout. Et là il dit bon pense à elle et il met même un accent vraiment bon alors c'est ça l'objectif. Voilà quoi. Donc on va avancer. Toujours dans les coulisses. Hein. Je pense que c'est par là. Voilà, porte noire qui annonce évidemment une sorte de hors-champ interne absolument opaque, dont on ne peut pas deviner ce qu'il va y avoir dans cette pièce. Évidemment, la curiosité du joueur fait qu'on y va, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Et on est un peu obligé d'aller dans cet endroit. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Alors là, nous nous adressons aux personnes qui n'ont pas joué à The Stanley Parable. Concrètement, ici, on n'a pas le choix. Il faut a priori décrocher le téléphone. Si quelqu'un a une idée d'autre chose à faire, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Ouais. Allez. On débranche. Alors, qui veut décrocher le téléphone? Ok. Et qui veut débrancher la prise? Ça se vaut, hein, c'est serré. Relevez la main les autres, le téléphone. Voilà. Non, vous êtes un peu moins nombreux quand même. Eh ben, débranchons la prise. Bon, on débranche la prise. Alors, on ne peut pas sortir, hein, je précise. Et puis là, on commence aussi à comprendre que quand le narrateur ne nous parle plus, c'est que là, on est vraiment dans l'attente d'un embranchement. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de matière, on va dire. Il s'agirait d'avancer d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors, est-ce que je peux me baisser? Ah oui, je peux me baisser. As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Let me double-check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken.
This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Bon, bah, on va observer. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Ah, là... Excellent. Ça, c'est pour le Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Alors c'est vrai que là on a eu une cinématique en fait qui était une des rares du jeu, mais quand même une cinématique qui a une forme particulière puisque vraiment c'est une vidéo de présentation très bullshit job pour le coup. On est vraiment dans cette logique de vidéo de présentation telle que Michael Scott pourrait faire dans The Office, hein, très clairement. Du coup ça crée vraiment une forme de comédie interne au jeu et ça impose un rapport à la question du choix dont on reparlera sans doute un petit peu après, mais cette question de un peu métaphysique en fait du sens d'un choix, en fait qu'est-ce qu'un choix peut produire comme signification, et qui dit aussi quelque chose du rapport à la fois du personnage au monde du travail, mais aussi de nous-mêmes en tant que joueurs aux jeux vidéo et même à notre propre vie. Il y a vraiment un truc très, très vertigineux en fait dans le discours, mais peut-être voilà après peut-être sur la partie suivante, Hugo, tu pourras en parler un petit peu. Alors, on reprend, on va essayer de rétablir l'histoire puisque là on l'a un peu cassé dans tous les sens, donc on repart dans l'autre sens. Ah oui, en plus, là, il y a cette idée de machine arrière. Alors peut-être si, Hugo, si tu veux dire un mot de cette question un peu vertigineuse qui travaille David Redden aussi, hein, cette question du rapport au travail, à un peu à la dépression aussi, hein, parce qu'il y a quelque chose aussi qui est assez fort dans son travail là-dessus. Je ne sais pas si tu veux revenir un peu là-dessus, et par rapport au monde du travail aussi, tel que tu l'as évoqué tout à l'heure. Je peux rapidement, mais effectivement... Il parle derrière. Je me suis déjà miti au fait. C'est pour ça que je l'arrête tout de suite. Du coup, très rapidement, pour après on continue sur les autres possibilités. Effectivement, donc vous avez compris, c'est un jeu sur le travail quand même et sur le choix. Et on en parlait, mais du coup, effectivement, ce jeu a eu des conséquences sur sa vie personnelle aussi. Donc, il a eu accédé à la célébrité. Et en fait, les autres jeux qu'il a fait sont des jeux qui reviennent sur l'accès à la célébrité. On avait dit que c'est aussi le rapport au travail finalement, oui, même dans son travail de développeur et de créateur. Ouais. C'est vrai que son deuxième jeu, c'était The Beginner's Guide, qui était un peu pareil, c'est-à-dire qu'on avait à peu près les mêmes outils. On se promenait dans une histoire avec une voix off, qui cette fois-ci était vraiment la voix de Davy Redden. Et en fait, ça a exploré plutôt sa dépression après la sortie du jeu. Et en fait, tout ce qu'il a eu comme attention, tout ce qu'il a eu comme retour aussi de ses expériences, les bonnes comme les mauvaises,
Et puis, en fait, c'est vrai que de toute façon, toutes ces réflexions sur le sens du travail, je pense aussi, c'est des choses qui suivent dans les travaux de David Whedon, puisque David Whedon a récemment sorti, je pense qu'il y a 1 an ou 2, Wonderstop, dont vous avez peut-être entendu parler. Et Wonderstop se posait beaucoup plus dans sa forme comme un cozy game. Alors un cozy game, c'est plutôt ce qu'on a avec Animal Crossing, c'est-à-dire un jeu beaucoup plus détente, beaucoup plus relaxant, on va dire. Et Wonderstop, lui, explore la thématique du burn-out au travail, mais dans un monde où en fait c'est une aventurière de jeux vidéo qui est forcée, on va dire, à aller dans un atelier où on fabrique du thé pour des gens qui ont envie de boire du thé. Donc on va récolter des feuilles de thé, on va les préparer et préparer du thé. Donc l'aventurière est contre ça, mais en fait elle est à cet endroit-là puisque elle s'est perdue dans la forêt. C'était la meilleure guerrière pendant 3 ans et demi et elle n'arrive plus à soulever son épée qu'elle arrivait à manier à perfection avant. Mais maintenant son épée est trop lourde, elle n'arrive même plus à la soulever et elle ne comprend pas pourquoi alors que c'était la meilleure guerrière du royaume. Voilà. Et je pense que ces 3 jeux-là, ils font référence aussi un peu à l'évolution du travail dans le jeu vidéo, peut-être parce qu'on aura, au Stunfest, on en parle aussi, mais sur les grèves et les mouvements de syndicats, de syndicalisation qu'il y a pu y avoir dans le jeu vidéo, et sur de travail passion justement, où la création dans un monde, on parle de cinéma aussi, mais la création dans un monde et un système libéral, effectivement, vous fait passer par des étapes et des sacrifices de vie. Et lui, chaque jeu, c'est un peu des étapes de sa vie de créateur de jeux vidéo, quoi. Le succès, avec un peu l'innocence des bonnes idées du début, puis après la dépression post-célébrité dont tu parlais. Et puis après se reconstruire et avec le burn-out, et puis imaginer d'autres façons de travailler et de produire du jeu vidéo, quoi. Donc il y a un peu aussi une continuité, effectivement, dans ses autres jeux et dans le reste de sa vie, quoi. Oui, parce que en vrai, souvent les premiers jeux, c'est aussi les CV, hein, c'est comme les courts-métrages au cinéma. Et on l'a évidemment contacté, Davey, après la sortie du mode The Stanley Parable. Et il a refusé en fait de se lancer dans la création d'un jeu. Il avait des grands studios qui le contactaient parce que il trouvait que ça apportait quand même quelque chose de plutôt nouveau. Et il a toujours refusé. Il a toujours suivi son propre chemin. Et c'est ça qui a amené en fait à la création des autres expériences qui explorent en fait ce dont il a envie de parler. Donc je ne sais pas si on pourrait parler de jeu d'auteur, mais en tout cas on est clairement là-dedans. Ouais. On peut reprendre. Parce que je vois le temps qui file. Meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. On peut plus tomber, We il y a just plus need de to get you risque home d'amende. as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. C'est vrai qu'il y a un élément qu'on n'a pas abordé, alors qu'en fait il est, je pense, central. C'est Hugo l'a évoqué au début, on est sur un jeu en 3D à la première personne. Et en fait, ce choix de la première personne, il est extrêmement signifiant en réalité, parce que c'est pas uniquement nous faire incarner un personnage. C'est le principe de la vue subjective, c'est d'être à sa place, de voir à travers ses yeux. En fait, c'est pas uniquement ça. Le fait de faire un jeu en vue subjective, c'est aussi choisir de ne pas représenter le personnage à l'écran. On pourrait très bien avoir Stanley ici à l'écran, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le personnage qu'on incarne a lui aussi déserté l'image, à la manière de ses collègues en réalité, ce qui fait que c'est un jeu qui sonne en quelque part la disparition du personnage, mais ce faisant aussi la disparition du joueur, parce que c'est aussi tout le sujet du jeu. C'est est-ce que quand on va à l'encontre du narrateur, est-ce que vraiment on va à son encontre, ou est-ce que c'est quand même inscrit dans le code du jeu, et du même coup on est nous-mêmes manipulés alors même qu'on croit avoir le dessus. Il me semble qu'il y a quelque chose d'assez fort là-dessus. C'est vrai. Et là-dessus, effectivement, on n'entend jamais la voix de Stanley. Dans la salle de bain, face au miroir, on peut essayer de regarder, on ne voit pas de reflet. Donc il y a vraiment aussi toute la désincarnation du travail et du personnage de Stanley qui, effectivement, c'est le prisonnier, ce n'est qu'un numéro. Et son existence, on revient un peu au bullshit jobs, mais en fait, il n'a pas d'intérêt, son existence ne sert à rien, parce que son travail ne sert à rien aussi. Il est défini que par le travail. Il y a des autres fins, effectivement, où si on avait décroché le téléphone, pour parler un peu vite fait des autres fins, parce que le temps avance, en fait, il y a toute une séquence où en fait, il est résumé à son travail. C'est-à-dire que sa vie, c'est que son travail. Et cette fameuse femme, je ne vais pas trop vous divulgacher le truc, mais
voilà, le travail le rattrape et son environnement de vie se fait progressivement récupérer par le travail. On refinit dans son bureau, quoi. Donc en fait, il n'existe pas que, enfin, il n'existe que lorsqu'il est devant son PC, quoi, en train de travailler. Si jamais vous avez envie de creuser cette fin, j'en profite parce que Stéphanie a parlé de l'œil du jeu tout à l'heure. La nouvelle vidéo de l'œil du jeu sort demain et ce sera sur The Stanley Parable et la séquence analytique est autour de cette fin justement. Donc si jamais vous voulez creuser, vous pourrez. Alors on va retourner sur nos pas. Rien de spécial. A priori, on va essayer de remettre l'histoire dans le bon sens. Donc en fait, on va essayer de repasser par la bonne porte. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Bah, c'est vraiment sa volonté, donc... Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Alors, où allons-nous? Qui veut aller à gauche? Ouais, qui veut aller à droite? Allez! Vous voulez pas réparer l'histoire, vraiment, c'est... Bon, bah, on y va, alors. On y retourne. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Vite, vite, vite. Là, vraiment, c'est grave. Bon, là concrètement, on peut le dire puisque le temps file. Il redit à chaque fois non, c'est pas ça qu'il faut faire, donc il nous oblige en fait à aller à gauche. Enfin, dans mon souvenir, c'est ça. Je crois que je n'ai même pas essayé plusieurs fois, mais de toute façon, je crois qu'il se passe plus rien là. On est bloqué là. Il faut y aller. Voilà. D'où le côté faux choix dont je parlais à l'instant. Mais là, il y a It's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. Ce qui est amusant, c'est que cette idée d'éteindre le jeu, c'est aussi la seule solution qu'on a pour s'en sortir, en réalité. Oui. Sortir de cette boucle, sortir de cet univers, c'est le seul moyen, c'est de quitter le jeu. Et d'ailleurs, il y a une fin qui le dit. Oui. I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With Il est en train de détruire le jeu, là. Vraiment, c'est ça. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Juste avant, tiens, ça me fait penser, il y a un petit côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde aussi, quand on parle de création de jeux vidéo. Est-ce que c'est pas une sorte d'autocritique de lui-même en tant que sorte de David Reardon, qui est un peu genre le dictateur de lui-même et qui du coup s'imagine être un peu le grand méchant de sa création, quoi, en disant voilà, j'ai imposé, j'ai créé, j'ai donné la vie à ce Stanley et je le torture, quoi. Et effectivement, un peu le narrateur, est-ce que c'est pas un peu aussi le créateur qui tourne mal, quoi. Je me suis dit là, avec il y a beaucoup de rouge et de
effectivement ce personnage qui est censé être gentil, ce narrateur qui est censé nous aider, puis qu'à un moment, dans toutes les fins qu'on va creuser, est vraiment un sadique. Il y a des chansons, on en parlait, où il va dire qu'on est vraiment la pire personne sur Terre, c'est Stanley. Enfin, il y a vraiment une sorte de torture. Voilà. Est-ce que le créateur torture pas son personnage dans son jeu? Alors du coup, gauche, qui veut aller à gauche? Quelques-uns, ok. Qui veut aller à droite? Je crois que c'est gauche, hein. Il y a un peu plus pour aller à gauche. Je crois que c'est gauche. Allons-y. Bon, on y va. A priori, on répare l'histoire, non? Je sais plus. Alors, il y a beaucoup. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. On y va. Allons-y. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Là, le narrateur reprend le contrôle de l'histoire. Là, on sent bien qu'il ne nous laisse plus le choix en réalité. Oui. Et c'est là que le bureau a changé. Ouais, le bureau a changé. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Et là, c'est vrai que ça rebondit sur ce que tu disais, Hugo, sur le côté, c'est un personnage qui n'a pas de voix. Et là, on nous dit que la seule solution d'ouvrir la porte, c'est de parler. Mais le personnage ne peut pas parler. Du coup, on a même en tant que joueur, quand on a une manette, alors c'est sur PlayStation, où il y a une fonction vocale sur la manette, on se demande s'il ne faut pas parler dans la manette, en fait, pour déclencher quelque chose. Mais pas du tout, en fait. Même nous sommes privés de notre propre voix. C'est-à-dire qu'on est mis à égalité de Stanley ici. C'est-à-dire que Stanley n'a pas de voix et nous non plus n'avons aucun contrôle en termes vocal sur la situation. You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise, we can't get on with the story. This is a crucial step. Mais là, on peut pas. Voilà, donc, là, on est vraiment coincé. Il y a une sorte de dissociation très forte ici qui se dessine entre le personnage qui devrait pouvoir parler normalement, c'est juste un type normal, donc il peut parler. Mais voilà, c'est impossible de le faire de l'autre côté. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... When Stanley came to a set of two open doors, je peux bouger, mais... door on his left. Et voilà, il y a une très belle idée ici je parlais de dissociation, et là on est complètement dans cette dissociation avec notre avatar. Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Et donc les fameux crédits qu'on n'a pas eu sur la version où nous avons suivi entièrement le narrateur. Dans cette version où nous avons constamment été à son encontre, on a ce générique final qui finalement nous dit aussi quelque chose de la façon de finir le jeu, en tout cas d'avoir entre guillemets une bonne fin. Ça a été vu par beaucoup comme étant une bonne fin sur le jeu. Mais surtout, ça renvoie toujours à cette idée que le personnage qu'on incarne n'est pas vraiment nous pour le coup, puisque nous sommes cette entité, on va dire, qui lui donne vie, en tout cas qui permet de le contrôler, alors que lui est une marionnette en fait. Il est la marionnette du patron, il est la marionnette du narrateur et il est aussi notre marionnette. Donc en fait, c'est vraiment une figure qui se résume à ce qu'on voit ici, c'est-à-dire une sorte de silhouette en plan d'ensemble, vraiment réduite à sa plus simple expression, avec une plongée évidemment qui l'écrase totalement, qui donne le sentiment d'une soumission absolue du personnage, tandis que nous sommes placés au-dessus du jeu, littéralement au-dessus de la map. On voit les lampes, enfin les lumières au-dessus desquelles on se trouve. C'est comme si on était en dehors, on est hors cadre, littéralement, pour rebondir sur ce qu'on disait au début.
Alors, je vois le temps qui file, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Ouais, je pense qu'on va, on va en rester là. Et puis, c'était une façon de finir plutôt cohérente, de terminer sur le The End. Mais on a un peu de temps pour des questions. Mais voilà, on vous remercie bien sûr pour votre attention. Avez-vous des questions ? Bonjour. Ma question est une remarque suivie d'une question. Vis-à-vis du début, dans les premiers plans qu'on a, on a une forme de huis clos assez isolé. Et vis-à-vis de la première run, j'avais l'impression qu'on avait une spatialisation du mode de pensée avec le fait qu'on est toujours dans un huis clos, mais un huis clos qui s'agrandit, avec les salles de plus en plus grandes. Et les couloirs, en quelque sorte, comme le processus de pensée qui amène à un état, qui amène à un autre processus. Et je trouve ça intéressant, dans cette idée-là, de voir que peu importe à quel point les pièces deviennent plus grandes, on est toujours dans un huis clos. Et ma question, c'était plutôt vis-à-vis de tout ce qu'on n'a pas vu du jeu. Est-ce que cette remarque a du sens ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve à l'échelle du jeu ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui tient surtout dans la première run ? Alors... Bon, après, Pierre, tu pourras compléter, mais effectivement, il y a ce truc de... donc comme tu l'as très bien dit, sur l'idée que l'espace est quand même malgré tout assez contraint, il y a quelques fins où on sort de ces espaces-là, et pour le coup, on arrive dans des espaces d'infini. Il y en a plusieurs. Il y a des espaces un peu abstraits, et il y a des espaces où on va un peu comme dans la vue dans la première run, où on sort d'une sorte d'open world avec un monde enchanté. Il y a d'autres fins où on va sortir effectivement dans un espace un petit peu désertique, ce genre de choses, mais c'est quand on casse le jeu, en tout cas. Et c'est quand peut-être aussi l'esprit est cassé, effectivement, où on a cassé le narrateur. Enfin, il y a toujours cette idée-là. Mais c'est toujours un peu dramatique, et effectivement, on voit les murs qui tombent. Enfin, ce fameux décor explose, quoi, souvent. On est juste à côté. Je me permets de montrer un truc, ça me fait penser à ça. On est juste à côté, ça peut être assez marrant de le montrer. Alors, on ne peut pas sauter dans ce jeu, mais on peut effectivement le faire un peu glitcher. Si on y arrive... Alors, je crois qu'il faut que tu fasses un petit peu accroupi. Ah, ok. Voilà. Donc là, il est passé par la fenêtre. Hein. Et donc, on a une réaction. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Alors, donc là, on peut choisir. Hein. Donc, est-ce qu'on en a marre de cette blague? Alors, je vais regarder. Oui, on va dire qu'on en a marre quand même. C'est... Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Il nous dit, bon, Any allez, of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Donc là, on aura de la torture musicale. Et on vous laisse la surprise de la chanson, mais voilà. Il y a des choses qui se passent. Et je voulais juste dire, effectivement, sur les embranchements, en anti-sèche, pour préparer, on avait le plan de choix des différentes fins. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une bonne communauté qui a aussi fait comme ça des cartes pour s'y retrouver. Donc, parce qu'on sait aussi qu'en tant que joueur, on a le désir de finir un jeu, c'est aussi de le compléter à 100%. Donc, c'est aussi d'aller chercher tout ce qui a été créé. L'idée, c'est d'avoir pu lire et consommer tout ce qui a été fait par le créateur. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant avec un jeu comme ça qui ressemble presque à un casse-tête finalement. On se dit, bon, est-ce qu'on a vraiment vu toutes les facettes de cet objet ou non, ou pas encore, ouais.
En fait, aussi, pour rebondir sur votre question, c'est l'idée aussi que c'est un espace mental. Très clairement, c'est présenté comme tel, c'est pensé comme tel. Et en l'occurrence, le fait de pouvoir casser les choses et de sortir du personnage, c'est aussi sortir de cet espace-là. Donc le huis clos, bien sûr, parce qu'il est enfermé dans ce système, dans cette façon de penser son travail. En fait, c'est comme si le personnage était complètement obsessionnel par rapport à ça. Donc le huis clos, il est aussi cérébral en un sens. Donc le côté circonvolution, comme déambulation dans son esprit malade, on va dire, c'est un peu ça qu'on ressent avec ce côté labyrinthique du jeu. Bonsoir, je vais essayer d'être rapide. J'avais 2 questions ou remarques. La première, c'était en revoyant surtout la première partie du jeu. J'imagine que c'était pas le seul jeu à faire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une anticipation quand même des backrooms qui sont là depuis quelques années, ou même du coup, il doit y en avoir plusieurs, mais aussi ça me fait repenser à Exit 8, du coup, dans ces espaces qui se répètent et qui n'ont pas de cohérence logique dans la manière dont ça apparaît. Donc juste cette remarque-là et voir ce que vous en pensez. Et aussi, je me disais que c'était intéressant parce qu'en fait, ce narrateur énonce ce qui est, je trouve, ce dont prend en charge déjà en fait le game design, c'est-à-dire que le game design est silencieux dans un jeu, mais en fait, le joueur finit par faire ce qu'on lui dit de faire par les signes visuels pour qu'il avance. Enfin, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être une plus grande sensation de liberté, mais au final, le joueur ne fait que suivre les ordres et il ne fait que ce que le game designer veut lui faire faire, quoi. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de joueurs qui sont dans cette idée de sequence breaking, absolument, où c'est je vais prendre un jeu et je vais faire tout pour ne pas faire comme on me demande de le faire. Là, il y avait le dernier Zelda, Tears of the Kingdom, où comme il y avait beaucoup de liberté donnée à les objets créés, en fait, les joueurs s'amusaient à faire tout sauf la solution demandée. Ou même les Metroid récents, où à chaque fois, c'est comment je vais arriver à ce niveau-là alors que c'est pas prévu par le jeu. Mais de plus en plus, c'est comme si aussi les développeurs prévoyaient ça en mettant comme des petits bonus pour les joueurs qui arrivent à faire avant. Et voilà, du coup, ça m'a fait penser, en voyant ça, à cette intuition de séquence breaking qui est aussi bien représentée dans le jeu, quoi. Oui, c'est vrai que les backrooms, évidemment, on y pense. On pense aussi à toute la notion d'espaces liminaux, liminal spaces, qui en fait sont des espaces faussement rassurants. Je crois que c'est comme ça qu'on peut un peu les définir. Là, c'est l'environnement de bureau. Moi, c'est vrai que ce qui est rigolo aussi avec le jeu et avec le médium du jeu vidéo, c'est qu'il permet de faire des architectures impossibles. Il y a certaines séquences dans le jeu, on n'en a pas montré, je crois, tout de suite, mais il y a des séquences qui réutilisent la technologie des portails dans le jeu Portal. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'un monde à l'autre, etc., d'un espace à l'autre. Et là, c'est utilisé pour faire des couloirs qui tournent infiniment en rond, ou alors quand on retourne en arrière, on est censé repartir dans l'autre sens, et en fait, on tourne également en rond. C'est vrai que toutes ces choses-là, c'est des choses qui me rappellent, moi, Shining, avec toutes ces théories, par exemple, sur le film Shining de Kubrick, avec les architectures de l'hôtel qui a l'air un peu bizarre, puisqu'il y a un bureau avec une fenêtre qui n'est pas censé donner vers l'extérieur, mais pourtant, il y a un paysage. Donc c'est vrai que voilà, il y a toutes ces choses-là, tous ces indices qui sont à la fois pour nous mettre en déséquilibre. Et puis, tu parlais aussi des indices pour avancer. Je sais que récemment, dans les jeux vidéo, on a parlé de la peinture jaune, qui était quelque chose qui était utilisé pour indiquer les parcours, mais de manière un peu forcée. C'est-à-dire qu'il y avait c'était sur des rochers, je crois. Donc c'est dans des grands environnements open world, et donc sur des rochers, à certains endroits, il y a quand même de la peinture jaune qui est là comme par miracle. Il se trouve que c'est les seuls rochers qu'on peut grimper. Donc c'est vrai qu'il y a tous ces trucs-là. Et c'est vrai qu'en 2011, quand le jeu sort,
on est dans une période où les AAA, enfin le jeu vidéo va quand même très bien. On est dans une période où les jeux AAA, donc les jeux à gros budget, très gros budget, sont en vogue. Et chaque année, on a des jeux comme Call of Duty qui continuent de sortir, qui sont des jeux de tir, et qui, pour pousser ces capacités de la nouvelle génération de consoles à afficher plus d'éléments à l'écran, vont pousser le curseur réalisme, qui vont pousser aussi avec de la narration, en prenant des acteurs qui vont jouer des rôles avec de la motion capture et compagnie. Et d'un autre côté, ce qui récoltait en critique à ces moments-là, c'était des critiques de journalistes qui disaient « Oui, mais alors le gameplay, c'est quoi? C'est un couloir désormais. On doit forcément juste avancer pour aller sauver le soldat. On ne peut plus reculer, on ne peut plus aller à gauche, plus aller à droite. » Et donc, en fait, c'est ces environnements faussement ouverts, finalement. Bon, là, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus qu'à les représenter sous forme de couloir de bureau, mais finalement, ça reste un couloir également, quoi. Peut-être pour compléter, mais c'est aussi des questions de level design. En fait, ce qui est assez intéressant ici, c'est que le level design est tout entier pensé pour qu'on fasse exactement ce que le narrateur veut, parce qu'en fait, il veut tout, le narrateur, finalement. Même quand on lui résiste, on comprend que c'est dans le code du jeu, finalement. C'est-à-dire, même dans la mise en scène, c'est un jeu où on ne l'a pas trop dit, mais c'est quand même... Vous parlez de Backrooms, c'est un jeu assez limité visuellement, il n'y a pas grand-chose à l'écran, c'est des cadres très raréfiés, et en l'occurrence, ça pousse à avancer. On n'a pas envie de s'appeler sac est fait avec marqué meilleur boss ou I hate my boss. C'est pas très intéressant. Donc en fait, on avance parce que finalement, il n'y a rien dans les pièces qui donne envie de s'attarder. Et ça participe justement de ce désir de narration du narrateur qui nous oblige à avancer dans le récit. Ça rebondit aussi sur cette question du jeu couloir en un sens. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Enfin, c'est remarque suite question, un peu comme tout à l'heure. J'ai l'impression que le narrateur, il est très décrit comme omniscient et pas forcément omnipotent. C'est-à-dire que il peut voir, c'est lui qui a construit le jeu, c'est lui qui sait les choix à faire un peu. Mais au final, il subit un peu nos actions. Il fait partie de Stanley de manière forcée. Et c'était un peu pour savoir comment est-ce que ça se joue dans la construction des actions, de nos choix, de savoir que on peut un peu faire subir ce qu'on veut au narrateur, comme le narrateur nous fait choisir nous propose nos choix sans nous laisser d'alternative. Voilà, c'était un peu comment ça marche, l'omniscience et l'omnipotence dans le jeu qui sont un peu proposés. C'est une bonne question. C'est effectivement assez paradoxal parce qu'il y a des fins où, ce qu'on vient de voir, en fait, il contrôle tout et il relance le jeu contre notre gré. Et il y a d'autres fins, effectivement, on peut se suicider, on peut effectivement le faire craquer et le faire... en fait, on peut le détruire. Il y a une des fins où il disparaît avec le temps. Donc c'est un peu paradoxal, effectivement. Il y a des fois, il contrôle et on subit, et des fois, en même temps, c'est nous qui le contrôlons. Donc là-dessus, je dirais juste ça, c'est un peu paradoxal. C'est vrai on n'a pas dit, mais il y a une vingtaine de fins à découvrir, à peu près. Et je pense que là, on a quand même montré un peu les fins alpha et oméga, vraiment, parce que ce qui nous fait sentir aussi que c'est la bonne fin, ou en tout cas le truc le plus définitif, c'est qu'on a vraiment des vraies personnes, c'est un vrai générique, c'est des vraies personnes qui ont travaillé sur le jeu. Donc c'est la seule fois où on a vraiment un générique qui conclut. Certes, après, on reprend sur la boucle. Et oui, c'est vrai que là, cette fin-là montre vraiment le trio, en fait, le triangle entre Stanley, le narrateur qui veut le faire avancer, mais le narrateur ne peut pas sans notre aide. Et donc c'est vraiment ce triangle qui doit fonctionner, parce que si on n'avance pas, le narrateur ne peut pas le faire pour nous. Et si on avance dans la mauvaise direction, par contre, le narrateur peut nous faire... c'est lui à ce moment-là qui reprend le contrôle et qui charge le jeu. Mais c'est vraiment... c'est ça, c'est le labyrinthe. Il y a le sujet où, on va dire peut-être dans l'expérience avec les animaux, le rat dans le labyrinthe, et nous on est chargé de faire avancer le personnage, mais on a le concepteur qui nous regarde en haut et qui aimerait juste qu'on aille dans le bon sens, ce qui traduit la volonté de comment il voulait que ça se déroule.
C'est complètement Christophe. En fait, il y a une relation de codépendance entre le narrateur et nous, concrètement. C'est que nous, on a besoin du narrateur parce que sinon, il n'y a pas de jeu, en fait, c'est pas drôle. Et le narrateur, il a besoin de nous aussi, en fait. Concrètement, il n'arrête pas de le dire, en fait, qu'il a besoin de nous. Et c'est pas seulement qu'il a besoin de nous, c'est que c'est même pas seulement le narrateur qui a besoin de nous, c'est le jeu qui a besoin de nous. Parce que si on n'est pas là, il n'y a pas de jeu, en fait. Si on n'est pas là pour faire tourner le jeu, il n'existe pas, il n'a pas d'existence. Donc, je pense que Stanley Parable, c'est aussi une œuvre qui permet de réfléchir à ça, qui permet de réfléchir, en fait, à ce rôle qu'a le joueur, qui est en fait presque une composante du programme à part entière. On pourrait même se demander s'il reste encore un joueur là-dedans, parce que oui, il n'y a pas vraiment d'omnipotence, mais malgré tout, tout est tellement codifié et programmé, il y a même pas on peut pas faire émerger des choses du jeu, en fait, sauf à le casser littéralement, véritablement, mais finalement, même le moment où on le casse, c'est prévu, c'est ce qu'on vient de montrer, effectivement. Donc, omnipotence, peut-être qu'il y en a quand même malgré tout, mais c'est plus dans le programme, en fait, que dans la voix off, parce que la voix off est finalement un personnage qui est porteuse de la voix du programme. On pourrait dire ça un peu comme ça, peut-être. Mais c'est une question intéressante. Mais justement, là, pour juste réenchaîner un petit peu, c'est que j'ai l'impression, j'ai réfléchi à ça pendant que vous parliez, que le narrateur est un peu l'omniscience et que le joueur, enfin celui qui va jouer Stanley, donne un peu cette omnipotence parce qu'on a le choix de tout faire un peu, peut-être. Oui, c'est juste. Je sais pas, c'est toi qui sais sur le temps. La dernière question. Bonsoir, oui, ça ira dans le même sens parce que je me demandais justement si toutes ces questions-là qui sont en fait des questions d'éclatement n'allaient pas dans la direction d'une réflexion en fait très méta sur ce qu'est un personnage de jeu vidéo en fait et en jeu vidéo comme en animation en fait le personnage il a forcément 3 entités, c'est son esthétique, son visuel, celui qui le contrôle, en contrôle les mouvements et celui qui lui donne la voix. Et ici, là, ça m'a vraiment étonné cette fin où les 3 entités sont totalement éclatées. On a le joueur qui est envoyé en haut, le visuel de ce personnage qui reste en bas incapable de faire quoi que ce soit, et la voix qui conclut en fait l'histoire. Et tout ça me faisait penser aux théories justement de la coquille vide, comment on peut appeler ça, ces théories qui ont été élaborées, je ne sais plus quand c'est ce que c'était, mais sur comment on doit construire un personnage de jeu vidéo pour que le joueur se sente bien à l'intérieur. Est-ce qu'il faut lui donner une voix, justement? Est-ce qu'il faut lui donner un visuel? Ou est-ce qu'il faut laisser le joueur ou la joueuse s'imaginer les choses, etc. Et là, j'ai vraiment l'impression en fait, qu'en plus de parler donc, de tout ce dont vous avez parlé et qui est vraiment hyper intéressant. Je me demandais si c'était ça, en fait, si ça pouvait pas aussi parler de ce que c'est que de construire un personnage de jeu vidéo et qu'est-ce qui se passerait si les 3 entités qui le composent étaient finalement éclatées les unes par rapport aux autres. Oui, je pense que même la cinématique d'ouverture permet de comprendre que c'est aussi un jeu qui différencie un personnage, au sens narratologique du terme, et un avatar, ou une coquille vide qu'on va aller investir. Et de se rendre compte que dans le jeu vidéo, il y a potentiellement un croisement entre les deux. On peut se dire, un avatar peut avoir une personnalité quand on l'écrit à la manière d'un personnage de cinéma. Mais il y a toujours ce moment où quand on prend le contrôle, ça crée une sorte de décalage. Il y a un truc un peu étonnant, on se dit, mais ce personnage qui est censé avoir sa psychologie, sa caractérisation, il ne va pas être maître de ses mouvements. Donc ça crée une dissonance, en fait, un petit peu. Ça a été beaucoup commenté sur ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative, cette différence entre la manière dont le personnage est caractérisé dans les cinématiques et les moments de gameplay où ce qu'on fait n'est pas du tout cohérent par rapport à ce qu'est le personnage dans les moments dialogués, où il va rencontrer d'autres personnes, etc. Donc oui, je pense que ce jeu-là, par son ouverture, par son dispositif, interroge profondément la nature du personnage de jeu vidéo. Je pense même que c'est le cœur, c'est même le cœur du sujet du jeu, pour le coup. Ouais, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, mais... Non, je suis d'accord. J'ajouterais juste du coup une dernière chose, c'est qu'effectivement on n'a pas parlé, mais il y a une extension. On a la version Deluxe et donc il y a une sorte de suite dans le jeu et qui donne quelques éléments. Je développerai pas trop, mais sur le personnage de Stanley et notamment à travers des figurines à collectionner, où on a un peu justement, on peut posséder un peu Stanley et on a quelques infos en plus sur qui est Stanley, quoi. Et on se moque du fait de se vouloir absolument savoir qui est Stanley et de vouloir absolument avoir un visage, voilà. Donc il y a une petite réponse dans la suite si jamais. Et j'en profiterai, c'est que dans le côté jeu à message, même si ça parlait des choix, il fait sa critique du monde du travail, mais
la mise à jour, on va dire, de 2022 en profite aussi pour faire un bilan du paysage du jeu vidéo actuel. Et voilà, ça moque aussi le côté ressortir un jeu, mais y mettre une étiquette nouveau contenu pour quelques heures en plus, etc., etc. Et donc voilà, ce contenu additionnel, c'est aussi les créateurs qui se sont dit ah, mais avec ce temps qui est passé, on a peut-être autre chose à dire, et voilà. Merci beaucoup, messieurs. Stanley Parable, c'est fini.